séance va se dérouler en 2 temps, donc 2 moments de parole pour chacun de nos intervenants et un temps de réaction pour la salle et pour nous. Donc le premier tour de table sera consacré à la mise en œuvre du droit de l'Union. Je vous en dirai un petit peu plus loin dans un instant. Et le deuxième tour de table consacré à la raison d'être et à la place du droit de l'Union, du droit social de l'Union. Alors vous allez peut-être trouver les intitulés un peu abstraits pour commencer. Peut-être pas la mise en œuvre, peut-être plutôt, et ce sera Étienne qui va se charger d'expliquer, peut-être plus la question de la raison d'être, des tensions qui animent les différents fondements ou justifications du droit social de l'Union. Alors moi, je voudrais commencer par dire quelques mots sur le premier, la matière de la mise en œuvre, mais avant ça, je voudrais renchérir sur ce que disait Pascal Lokiek au sujet de l'Europe sociale, de sa revitalisation actuelle. En effet, il est une très bonne chose que la FDT ait choisi de consacrer une séance à l'Europe sociale, ce qui, il me semble, n'était pas arrivé depuis un certain temps, et c'est compréhensible, complètement compréhensible, même si le droit social est toujours là, dans tous les sujets de droit social interne, évidemment. Mais une séance dédiée à l'Europe sociale elle-même, c'est plus rare, parce que, en effet, pendant longtemps, il y a eu une forme je dirais pas de déclin, mais enfin l'Europe sociale était un peu passée à l'arrière-plan, moins visible, essoufflée peut-être. Et puis depuis quelques années, on a l'impression d'un regain de vitalité. Alors est-ce que souvent on a coutume de dire dans ces cercles que ce regain d'énergie, de ce souffle nouveau qui vient de l'Europe en matière sociale, est lié au socle européen des droits sociaux. Évidemment, le socle, c'est une chose, c'est un instrument, c'est pas le socle qui fait, c'est le souffle qui est derrière le socle. Et ce socle, mais enfin, il est une manière presque symbolique de manifester un moment de tournant où les questions sociales, ou l'idée d'Europe sociale, ou de justice sociale, telle que l'Union doit la défendre, se matérialise dans un instrument qui n'est pas un instrument juridique dont on a beaucoup discuté sur le terrain de savoir ce qu'elle était sa nature, mais enfin, quelles que soient ces discussions, parfois un peu stériles, c'est vrai, sur la nature juridique du socle des droits sociaux, il n'en reste pas moins que depuis 2017, un élan nouveau existe et il est dû en partie à la Commission européenne, mais pas seulement à la Commission, il est également dû à la Cour de justice et aux juges nationaux et aux institutions nationales. Il y a évidemment toujours une nécessité de convergence, au moins un peu de convergence pour que les choses changent ou évoluent, et c'est le cas dans ce domaine. Alors évidemment, je ne vais pas vous reciter tous les textes, mais vous avez certainement eu conscience qu'en 2018-2019 surtout, il y a une série de textes qui ont été adoptés. Je parle de directives sociales, notamment celles sur les conditions de travail transparentes et prévisibles, celles sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, et j'en passe. Et puis encore toute une série de textes en 2022, qu'il s'agisse de lignes directrices de la Commission européenne concernant les travailleurs indépendants ou de plateformes, ce genre d'instruments-là, mais puis aussi d'autres textes. On pense en particulier à la directive sur les salaires minimaux adéquats, mais ce n'est pas le seul texte qui a été adopté récemment. Il y a aussi sur le meilleur équilibre entre les hommes et les femmes dans les conseils d'administration, texte important, et encore, plus récemment encore, j'en redirai un mot dans un instant, cette directive qui concerne la transparence des rémunérations. Donc il y a effectivement, du point de vue de la législation, seulement du point de vue de la législation déjà, si on ne parle même pas de la jurisprudence, il y a une accélération manifeste dans la période récente. Donc évidemment, ça invite à se poser la question, ou à reposer encore les questions de la mise en œuvre, parce que tous ces textes qui ont été adoptés vont devoir être mis en œuvre. Alors nous, on s'est posé la question de la mise en œuvre, pas seulement au plan de la mise en œuvre nationale, qui est peut-être ce qui est le plus évident, je vais revenir évidemment un mot là-dessus dans un instant, mais également de la mise en œuvre européenne. Et peut-être que c'est quelque chose de plus ambigu au départ, cette idée de mise en œuvre européenne du droit social de l'Union. Et j'entends par là, j'en avais en tête l'idée qu'il y a une mise en œuvre déjà qui peut être, disons, parfois difficile, par les institutions européennes. Je pense en particulier
aux affaires dans lesquelles la Commission européenne décide de ne pas transmettre au Conseil un accord à l'échelle, conclu par les partenaires sociaux à l'échelle européenne. Donc ces mises en œuvre du droit social tel qu'il s'élabore à l'échelle de l'Union sont parfois freinées à l'échelle de l'Union elle-même. Ce n'est pas ce qu'on voit peut-être de façon plus évidente, mais c'est quand même quelque chose d'important. Voilà, parce qu'on sait que la mise en œuvre du droit de l'Union passe par le travail des partenaires sociaux aussi à l'échelle européenne, et que voilà, cette mise en œuvre et cette effectivité cette concrétisation des travaux en matière sociale à l'échelle européenne ne se fait pas toujours. Puis évidemment, on pense plus encore évidemment à l'interprétation, au travail d'interprétation que fait la Cour de justice des textes européens, parce que c'est évidemment bien connu que la Cour de justice en matière sociale a une action très visible, a une action très profonde, très transformative, et ce n'est pas récent du tout. Mais c'est toujours intéressant à observer parce qu'il y a une variation selon les domaines. Tout à l'heure, on était à une conférence sur le temps de travail, sur l'interprétation de la directive sur le temps de travail. Elle se fait de façon avec une interprétation très extensive des différentes dispositions de la directive. C'est vrai aussi pour des dispositions, notamment des directives en matière d'égalité, mais moins vrai, peut-être plus de prudence ou plus de précaution lorsqu'on entre sur les discriminations, sur le terrain des discriminations religieuses au travail, ou les discriminations à raison de l'orientation sexuelle. Il y a des domaines dans lesquels on a l'impression que les exigences sont moins fortes, ou en tout cas la Cour est plus prudente dans les mises en œuvre ou les avancées qu'elle veut faire produire au texte, à la législation européenne. Donc il y a de ça, on aimerait bien discuter, de la mise en œuvre européenne aussi, de la façon dont ces développements du droit se font à travers les différentes institutions, une fois que le travail législatif a été accompli. Et puis évidemment, la question, la deuxième et la grande, peut-être celle à laquelle vous vous attendez le plus, c'est celle de la question de la mise en œuvre, transposition, mais aussi mise en œuvre judiciaire du droit social de l'Union. Alors sur la transposition, c'est-à-dire sur la mise en œuvre législative, il y a beaucoup à dire en réalité. En France, on a à un moment parlé de surtransposition. On surtranspose, d'ailleurs on surtranspose parfois judiciairement, mais on surtranspose aussi par la voie législative. Est-ce que c'est vraiment un problème en matière sociale, une question qui se pose? Je pense la surtransposition judiciaire, certainement, parce que la Cour de cassation est critiquée pour ça, pour des effets d'amplification du droit social de l'Union, qui ne plaisent pas à tout le monde. Mais sur la surtransposition législative, je ne pense pas que ce soit, en tout cas en matière sociale, un gros problème. C'est plutôt le problème de sous-transposition qui est un problème, c'est-à-dire comme on le voit en matière de temps de travail, d'inertie législative qui doit être combattue par les moyens qui sont parfois faibles en réalité. Alors comment est-ce qu'on peut combattre l'inertie législative? Par des actions en responsabilité. Alors évidemment, il y a des actions par les institutions européennes, mais sinon à l'échelle nationale, par des actions en responsabilité contre l'État, par l'utilisation de la notion d'interprétation conforme sur laquelle on pourrait discuter longuement, et peut-être, j'espère, on aura l'occasion d'en discuter. Ce que ça veut dire l'interprétation conforme, ce devoir-là d'interprétation conforme, d'ailleurs pas seulement pour les juges, pour toutes les autorités nationales, ce que cela signifie ne va pas de soi, et même extrêmement difficile à saisir, intéressant mais difficile à saisir. Et puis évidemment, il y a d'autres aspects, et que je crois qu'ils sont en train de monter sur le devant de la scène, c'est les aspects des sanctions qui peuvent être prises. Alors en droit du travail, c'est important. Quelles sont les sanctions qui s'appliquent lorsque le droit social qui émane de l'Union n'est pas respecté? Quelles sont les sanctions qu'il faut appliquer à ceux qui violent le droit social tel qu'il est conçu à l'échelle de l'Union? Ça a toujours été un domaine dans lequel il y a eu une attention européenne, les sanctions des violations du droit du travail. Mais ça devient quelque chose d'encore plus important. Et je trouve que les nuances et l'intérêt qu'on voit à la fois dans la jurisprudence de la Cour de justice, là récemment encore au sujet d'indemnités en matière d'égalité entre hommes et femmes, d'indemnités de maternité demandée par des hommes, la législation ne suit pas, et puis ensuite, quelles sanctions quand on est obligé d'aller demander à nouveau alors que le droit national ne s'est pas aligné? Quelles sanctions de la peine que ça coûte? Qu'est-ce qui est dû quand il y a une nécessité d'aller
à nouveau devant des juges pour demander que le droit de l'Union soit mis en œuvre. Là, il y a des développements dans la jurisprudence récente de la Cour de justice qui sont vraiment intéressants. Et de même dans la directive, je disais tout à l'heure, j'en reparlerai un instant, sur la transparence des rémunérations, c'est vraiment très frappant, je trouve, de voir comment la question de la sanction et la sanction aussi du dommage, non seulement du dommage matériel, mais aussi du dommage, du préjudice moral, et tout le raffinement qui est inscrit dans le texte lui-même sur ce que vont être ou devront être les sanctions en cas de violation des termes de cette directive lorsqu'elle sera mise en œuvre. Donc je trouve qu'il y a effectivement matière à une belle discussion. Et donc je m'arrête là pour laisser la place et la parole surtout à nos invités que je remercie pour commencer infiniment.